Troisième voyage de Georges Pompidou en Afrique, aujourd'hui la Haute-Volta. Avant les élections, nouveau sondage, la gauche devance-t-elle la majorité? Jean Carrière, prix Goncourt, Christopher Franck, prix Renaudot. Et d'abord le jugement du tribunal de Lyon. Il a condamné les 5 responsables de la tragédie du 5-7 de Saint-Laurent-du-Pont à des peines de prison avec sursis simple. Autrement dit, les 5 inculpés sont libres ce soir. Les parents des 146 victimes ont très mal accueilli cette décision qu'ils trouvent trop clémente, injuste même. Non, on ne peut pas y arrêter. Non, on ne peut pas y arrêter. C'est pas vrai. On ne peut pas y C'est arrêter. ainsi que s'est terminé ce matin à Lyon le procès du 5-7. Avant de donner lecture des attendus du jugement, le président du tribunal s'était adressé au public. Si vous avez le respect de la justice de votre pays, écoutez en silence le jugement. Il ne sera toléré aucune manifestation. Deux ans de prison avec sursis pour Gilbert Bas, les installateurs du chauffage condamnés à 15 et 13 mois de prison avec sursis, Albert Moskowitz, le PDG de la société Chebi, fournisseur de la matière plastique de décoration, est condamné à 10 mois de prison avec sursis, la même peine pour Pierre Perrin, le maire de Saint-Laurent-du-Pont. L'audition du préfet de l'Isère et du secrétaire général de la préfecture, demandée par certaines parties civiles, a été rejetée. L'hypothèse d'un attentat a été définitivement écartée par le tribunal. Négligence, imprudence, incompétence sont les fautes reprochées aux 5 inculpés. Une intervention du maire au 5-7, a déclaré le juge Petit, aurait évité la catastrophe. Les 3 gérants ont fait preuve d'un mépris total des règles administratives et de sécurité. Les installateurs du chauffage étaient totalement incompétents. Albert Moskowitz, docteur en chimie, ne pouvait ignorer que la mousse de polyuréthane était dangereuse. Si chacun avait fait son devoir, a conclu le tribunal, la vie de 146 jeunes gens aurait été épargnée. Une Allemagne démocratique, il faudra s'y habituer. Une nuit folle à Bonn pour les triomphateurs Willy Brandt, Walter Scheel et Egon Bahr, l'homme de l'ouverture à l'Est. La brillante victoire du chancelier confirme son prestige et le tournant historique amorcé il y a 3 ans, au détriment de l'opposition qui ne comprend toujours pas l'ampleur de son échec. C'est très difficile à expliquer. Je crois qu'il y a des problèmes sur le plan de la politique étrangère, qui était très important pour les résultats. Il y a aussi le bonus du chancelier, avec son prestige comme chancelier. Vous parlez du prestige du chancelier Brandt. Est-ce que ce n'est pas une façon de reconnaître que votre candidat chancelier à vous manquait tout de même de prestige? Je ne crois pas que les résultats sont les résultats d'un homme. Je crois qu'il faut analyser la politique. Je crois que notre politique est plus importante que l'homme. Évidemment, le chancelier a toujours un certain avantage vis-à-vis de l'opposition, mais je ne crois pas que c'est le moment de discuter les questions personnelles. Je crois que c'est le moment de discuter les questions politiques. Quelles sont les 3 leçons que vous tirez, M. Grosser? D'abord sur le plan de l'Église, ensuite sur le plan du vote des jeunes et enfin sur l'aide massive apportée au Parti libéral pour qu'il franchisse le cap des 5%. Premièrement, c'est un gros échec pour les évêques allemands qui, contrairement à 1969, avaient fait campagne contre le gouvernement Brandt à partir de problèmes comme l'avortement, etc. Deuxièmement, c'est un succès au point de vue de la campagne de M. Brandt auprès des jeunes. En 1969, il y avait beaucoup d'abstentionnistes parmi les jeunes électeurs. Cette fois-ci, chez les jeunes électeurs qu'il a trouvé son triomphe. Et enfin, le Parti libéral qui dépasse 8% ne peut pas être entièrement heureux de son succès car il sait bien que beaucoup d'Allemands ont voté libéral pour que les libéraux restent au Parlement et que l'actuelle coalition reste au pouvoir. Mais pour les Allemands, qu'ils soient sympathisants ou non, le chancelier Willy Brandt a acquis une dimension quasi historique. Il a vraiment persuadé la majorité de la population par sa sincérité, par la façon humaine dont il voit la politique. Quelles sont les grandes réformes qui vont être entreprises sur le plan intérieur par la coalition? Il s'agit surtout de continuer tout ce qu'on a commencé, ce qui certainement dans beaucoup de domaines en 3 années n'a pas pu être perfectionné. Il faut continuer avec la réforme de l'éducation, avec les problèmes de l'environnement, avec certainement les problèmes de réforme de la fiscalité.
la réforme de la participation, ou peut-être il y aurait de petits problèmes entre deux partenaires de la coalition, je ne sais pas quoi, on sera beaucoup mieux en quelques semaines. Il reste beaucoup à faire pour la justice sociale et surtout, je dirais, pour toute la modernisation de l'infrastructure dans notre pays. Je dirais que surtout pour les jeunes. Mais c'est probablement à la lutte contre l'inflation que M. Brandt va devoir s'attaquer tout de suite. Ce qui illustre le mieux cette inflation, eh bien, c'est la montée des prix. Exemple, ce produit, la pomme de terre, élément important de la consommation allemande, elle a augmenté de 33% en une seule année, avec un accroissement de 6 à 6,5%. Jamais l'Allemagne n'avait vu depuis 1949 une telle galopade des prix. D'autant qu'avec les prix, la montée des salaires s'engouffre aussi dans la spirale. Alors il en découle une situation économique inquiétante. D'ailleurs, en Allemagne, on se trouve dans un pays à faible croissance économique. C'est la situation typique qu'on appelle la stagflation. Pour l'équipe gouvernementale Brandt-Scheel, la concertation va donc devoir fonctionner, d'autant qu'un succès, c'est parfois quelque chose d'exigeant. Et les électeurs qui ont apporté leur appui massif à la coalition sociale libérale voudront voir arriver très rapidement ces fameuses réformes promises déjà depuis pas mal de temps. Ce succès électoral de M. Brandt fait-il oublier l'attentat de Munich? Au nom du gouvernement israélien, Mme Golda Meir a renouvelé son invitation à Willy Brandt, qui ira se recueillir au printemps devant le mur de Jérusalem. Le nord-vietnamien, le duc Tho, a retrouvé à Paris son interlocuteur américain, M. Kissinger. C'était aujourd'hui leur première rencontre depuis les élections présidentielles américaines. Environ 5 heures d'entretien qu'ils poursuivront en secret demain après-midi et jusqu'à l'accord de paix sur l'Indochine. M. Kissinger a reçu du président Nixon la mission d'en finir. Dimanche soir, Orly. Contrairement à ses habitudes, M. Kissinger fait une déclaration. Les ordres de Nixon sont formels, rester à Paris aussi longtemps que nécessaire à l'aboutissement des négociations. Si les Nord-Vietnamiens manifestent le même esprit de modération et de souplesse qui a caractérisé nos réunions en octobre, un règlement rapide de la guerre est probable. Les États-Unis sont convaincus qu'étant parvenus aussi loin dans la voie d'un règlement, les deux côtés ont l'obligation d'écarter les derniers obstacles. Au moment des dernières négociations de paix, les pacifistes américains ont organisé, eux, avec beaucoup de difficultés, leur dernière manifestation anti-Vietnam. En ce qui concerne les négociations, le président Nixon en attend rapidement deux choses un peu contradictoires, la paix dans l'honneur et la paix définitive. La paix dans l'honneur, cela veut dire que les Américains pourraient se retirer, mission accomplie, sans que les communistes puissent s'emparer par la force du pouvoir. Contre Saïgon, le président Nixon veut aussi la paix définitive, c'est-à-dire un accord garantissant qu'Hanoï et Saïgon ne reprendront pas la guerre une fois que l'Amérique aura le dos tourné. Du coup, les Américains se posent en arbitre pour essayer de réconcilier les vues contradictoires du Nord et du Sud. Terminer la guerre en beauté, c'est la dernière étape, la plus difficile aussi, pour le super négociateur planétaire qu'est M. Kissinger. Une demi-heure à peine après son arrivée à Ouagadougou, capitale de la Haute-Volta, le président Pompidou avait son premier entretien politique avec le général Lamizana. 4 jours en Haute-Volta et au Togo pour le 3e voyage officiel en Afrique du président de la République. Dans 5-6 heures, le président de la République va retrouver un ciel bleu, un ciel pur. Beaucoup moins de vent qu'à Orly ce matin, je l'espère, et en tout cas la grosse chaleur, entre 25 et 30 degrés en Haute-Volta en cette saison. La France semble décidée à franchir un pas décisif dans sa coopération avec les pays africains. À la base de cette coopération restera bien entendu ce sentiment de la présence française en Afrique qui aujourd'hui ne donne pas toujours de résultats positifs, mais dont la France attend beaucoup dans un avenir plus lointain, le jour où ces pays voleront de leurs propres ailes sur le plan économique du moins. Et certains d'entre eux y sont déjà parvenus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de la Haute-Volta, première étape du président Pompidou. La Haute-Volta qui est sans doute le pays le plus pauvre d'Afrique, l'un des plus pauvres du monde. Alors là-bas, le sentiment de la présence française ne suffit pas et par exemple les dirigeants de Haute-Volta vont demander à la France d'accroître son aide financière.
Le chef de l'État devait également se rendre au Dahomey, déplacement annulé en raison du récent coup d'État, et dans 48 heures, M. Pompidou sera au Togo, 2 pays africains dont voici quelques images. Le 8e et le 9e pays visités en Afrique par le président de la République, à raison de 47 heures exactement pour chacun d'eux, s'appellent la Haute-Volta et le Togo. C'est Ouagadougou qui accueille en ce moment même et jusqu'à mercredi après-midi Monsieur et Madame Pompidou. Ouaga, capitale d'un des 8 territoires qui constituèrent jusqu'en 1960 l'Afrique occidentale française. L'un des 25 pays les plus pauvres du monde suivant le classement des Nations Unies. Aussi, nombre de ces 5,5 millions d'habitants doivent-ils émigrer dans les États voisins. 450 coopérants français servent en Haute-Volta. Chef de l'État, un ancien officier français, le général Lamizana, président constitutionnel non politique. Et dans les fonctions de Premier ministre, institution unique en Afrique noire, un ancien député au Palais Bourbon, M. Gérard Ouédraogo. De mercredi 16h30 à vendredi 15h35, le président et Madame Pompidou seront à Lomé, les hôtes d'un des 6 voisins de la Haute-Volta, le Togo. 2 millions d'habitants, mais une forte densité de peuplement. Colonie allemande jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis territoire international sous tutelle française jusqu'à l'indépendance en 1960. Le général Eyadema, 3e président de la République togolaise, est aussi le fondateur et secrétaire national du Rassemblement du peuple togolais, parti unique. Le Togo a rejoint la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, le Dahomey et le Niger au sein du Conseil de l'Entente, regroupement formé à l'appel du président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Tous ces pays appartiennent aussi à l'OCAM, l'Organisation commune africaine, malgache et mauricienne. À une centaine de jours des élections législatives en France, une pluie de sondages s'abat sur les électeurs que vous êtes. Sans vouloir ouvrir déjà la querelle de la légitimité ou des limites des enquêtes d'opinion en période électorale, il faut remarquer que le même jour, un hebdomadaire et 2 quotidiens publient les résultats de 3 instituts de sondage sur vos intentions de vote. Des résultats divers et parfois contradictoires, c'est le moins qu'on puisse dire. Plusieurs sondages publiés ce matin, notamment dans l'Aurore et le Figaro, sur les intentions de vote, démontrent que la gauche prend la tête du peloton. Nous regardons par exemple celui du Figaro. Or, il y a un mois, dans ce même journal, la majorité était en tête avec 45%. Comment expliquez-vous un tel renversement ? 2 raisons expliquent ce renversement réel. La première, c'est la montée de la gauche non communiste, essentiellement le Parti socialiste, qui progresse, peut-être parce que le Parti communiste a lancé sa campagne et que cela profite à ses alliés. La seconde raison, c'est que dans le sondage, on proposait cette fois, ce qui ne figurait pas sur le carton que nous venons de voir, une option divers-droite, candidat n'appartenant pas à la majorité, candidat d'extrême droite ou de la droite classique, qui obtiennent 2% des voix, et ces 2% semblent provenir de l'électorat de la majorité. Au deuxième tour, la gauche et les réformateurs déclarent préférer maintenant un vote pour les socialistes à un vote pour la majorité. Il semble qu'il y ait là aussi une évolution. Oui, il s'agit des cas de second tour dans lesquels il y aurait duel entre le Parti communiste et la majorité, ou bien le Parti socialiste et la majorité. Et le problème est de savoir comment voteront les électeurs de la gauche non communiste. Auront-ils peur du communisme et préféreront-ils voter pour la majorité, contrairement aux consignes des partis nationaux, et les réformateurs. Or, ce qui est nouveau, c'est que cette fois-ci, il semble bien que les réformateurs, comme d'ailleurs en 1967, vont plutôt du côté de la gauche que du côté de la majorité. Autrement dit, le Parti communiste ne fait plus peur. L'Express publie un sondage non plus sur les intentions, mais sur les raisons du vote. Celui-ci donne des chiffres totalement différents. Est-ce que ce n'est pas troublant pour les lecteurs? Je crois que c'est troublant. Je crois que les sondages deviennent troublants lorsqu'on les utilise sans
sans beaucoup de précaution. Or, le sondage est sérieux, il est scientifiquement bien fait. Le titre de la publication est trompeur. Il ne s'agit pas d'intention de vote. Je crois qu'il faut faire attention à publier des sondages en tenant compte de ce qu'il y a dans ce sondage et non pas de l'effet qu'on veut faire sur les lecteurs. Du nouveau bientôt pour le planning familial. Le député UDR, M. Lucien Avirte, qui s'est battu longtemps en faveur de la contraception, vient de sortir de l'hôtel Matignon. Le Premier ministre, M. Pierre Messmer, s'est montré favorable au développement des centres de consultation sur la contraception. Le Premier ministre, M. Messmer, a précisé que toutes les associations existantes pourront bientôt ouvrir de tels centres. Social, la journée d'action lancée par l'Union nationale des syndicats de journalistes a été suivie dans l'ensemble. Il y a eu des arrêts de travail dans les agences de presse et dans les quotidiens de Paris ou de province. Les revendications, elles portaient sur les conditions de travail et sur les salaires. Dans les potasses d'Alsace, les mineurs entrent dans leur 5e semaine de grève. Les syndicats négocient toujours avec la direction, pour le moment sans résultat. La saison littéraire, les premiers prix ont été attribués après de longues délibérations et rendus publics devant des contestataires et des chahuteurs de l'institution littéraire. Le prix Goncourt 1972 a été attribué au 5e tour à Jean Carrière pour son roman L'épervier de Maheu. Jean Carrière, est-ce qu'on peut parler d'une histoire paysanne pour l'épervier de Maheu? Non, je ne crois pas. Si on peut parler d'une histoire paysanne et d'une histoire régionaliste, alors je ne vais pas me moucher avec les doigts. Je dirais que j'ai toujours pensé que Shakespeare était un auteur régionaliste, Dante était un auteur régionaliste et Homère était un auteur régionaliste. C'est-à-dire qu'un homme qui part de la terre où il vit retrouve le monde entier. Ça, c'est très important. Les Cévennes, telles que vous les décrivez, elles existent encore? Ah oui, elles existent, j'allais dire malheureusement. Ce qui est important, c'est que cette région soit sauvée de certaines choses, c'est-à-dire qu'on ne la transforme pas en réserve d'Indiens. Voilà, c'est ça. Il faut garder à une ethnie ses caractères propres, et c'est tout un pays qui est sauvé. Sinon, un pays perd son âme s'il perd ses particularités ethniques. Les Cévenols sont des Indiens, c'est un mot d'auteur, ça. Ah, les Cévenols sont des Indiens. Il ne faudrait pas qu'ils deviennent des Indiens. Mais les Cévenols, les Bretons, tout ça, c'est la même chose. Il ne s'agit pas, justement, je ne suis pas du tout pour un éclatement de la France, mais au contraire, je pense que la France peut garder son âme si elle garde ses régions. C'est un pays rude. Dans votre livre, il y a du vent, il y a de la neige, il y a des médecins difficiles à toucher, on manque d'eau. Oui, mais c'est toujours comme ça. Enfin, c'est toujours comme ça. C'était toujours comme ça il y a 10 ans. Ça a changé un peu, mais tout le monde s'en va. Votre livre, L'épervier de Maheu, c'est l'histoire d'une famille, les Rayans, c'est ça? Oui, les Comment Rayans. on prononce d'ailleurs la Cévenole? Rayans. Rayans. C'est ça, vous l'avez très bien dit. Vous êtes Cévenol. Oui, c'est l'histoire d'une famille qui lutte pour survivre et qui, dans une circonstance aussi particulière que celle-là, c'est-à-dire celle de la solitude où tout le monde s'en va, ce combat pour la survie ne peut déboucher que dans une catastrophe, bien sûr. Mais je crois que plusieurs personnes qui m'ont interviewé cette semaine m'ont dit une chose qui m'a fait très plaisir, c'est que l'histoire de cette catastrophe, quand on a terminé, le livre, il paraît qu'on est heureux. On est heureux pourquoi? Parce qu'on retrouve le monde qu'on avait, d'ailleurs, le monde que tout le monde a connu dans son enfance. L'enfance, c'est un peu les saisons, vous savez ce que je veux dire? C'est qu'on est plongé dans l'enfance, dans la réalité du monde. Et puis après, on la perd pour des choses secondaires. Ce qui est important, c'est de vivre dans cette réalité. Actuellement, nous sommes dans une époque où tout le monde a besoin de se replonger dans l'univers. Il ne s'agit pas du tout de passéisme, là, j'ai horreur de ça, bien sûr. Mais il faut peut-être qu'une civilisation, à un moment donné, retrouve ses vraies valeurs et qu'elle leur donne une place viable. Le monde moderne vous fait peur, à vous, personnellement? Oh, il ne me fait pas peur, je le trouve épouvantable. Hein. Il est effrayant, il écrase tout le monde. Et pour ça, il faut fuir la ville? Non, il ne faut pas fuir la ville. La ville est un fait social qu'on ne peut pas nier. Mais il faut qu'une civilisation s'arrête de fabriquer des choses qui ne servent à rien. Au huitième tour de scrutin, je vais attendre un peu, s'il vous plaît. Au 8e tour de scrutin, le prix Théophraste Renaudot 1972 a été attribué à Christopher Frank pour son roman La Nuit américaine. J'ai 29 ans, je suis né en Angleterre, je suis anglais, mais j'ai fait une partie de mes études secondaires en France. Après quoi, je suis retourné à Londres, j'ai travaillé dans le théâtre, d'abord comme accessoiriste,
ensuite, finalement, comme assistant metteur en scène. Et puis, retour à Paris, définitivement. Là, j'ai fait du journalisme, j'ai travaillé dans une agence photo, j'ai fait des articles en freelance. Et puis, j'étais interprète dans une ambassade d'un pays du sud-est asiatique, où je n'avais strictement rien à faire et où, par conséquent, j'ai beaucoup écrit. Christopher Frank, cette nuit américaine, c'est quoi? Eh bien, Nuit américaine, c'est un procédé cinématographique qui permet de tourner le jour des scènes de nuit. Ça s'emploie généralement par nécessité, c'est moins cher. Mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça donne des nuits parfaitement artificielles. Dans les westerns, ça se remarque particulièrement. Vous voyez une plaine à perte de vue, alors qu'il fait très sombre et qu'il fait nuit, et c'est très joli. Et mon roman, c'est une histoire d'amour qui démarre très difficilement, une histoire longue de personnes cheminant l'un vers l'autre et ayant bien du mal à se rencontrer. Et pour moi, c'est une nuit américaine, dans la mesure où il s'agit vraiment, pour deux personnages, de transformer une situation radicale dans un sens et puis dans l'autre. L'histoire se déroule dans 3 milieux, dans le monde du journalisme et de la photojournalistique, dans le monde du théâtre et dans le monde du cinéma. Et alors là, bien sûr, c'est des milieux que je connais bien, que j'ai pratiqués et où je me suis énormément servi de choses vues. Les Anglais ont fêté aujourd'hui les noces d'argent de leur souveraine. Ils ont connu, pour les 25 années de mariage de la reine Elisabeth et du prince Philippe, une grande journée comme ils n'en avaient pas vu depuis le couronnement il y a une vingtaine d'années. Au joyau de la couronne, il faut ajouter maintenant les noces d'argent du couple royal, probablement l'un des seuls trésors qu'ils puissent partager avec le commun des mortels. Mais enfin, des noces d'argent royalement fêtées, et pour l'occasion, la reine a sacrifié, une fois de plus, à son élégance habituelle. On a dit une messe dans l'abbaye de Westminster, la même où la reine s'est mariée en 1947, une reine qui se souvient, une reine émue. Une fête de famille partagée par l'Angleterre tout entière, qui a le sens des traditions et qui a pour sa reine les yeux que l'on sait. Serge Reggiani, un de ces hommes de scène et de l'écran que tous les Français connaissent. Comédien longtemps oublié, revenu au cinéma grâce au tour de chant, Serge Reggiani enregistre son nouveau disque. Depuis le jour du premier jour, du premier amour, le premier amour du monde. Le premier amour du monde, c'était quand? Et d'abord, comment se sont trouvés le ciel et l'océan? J'aime beaucoup le travail d'orchestre. J'aime beaucoup le travail de préparation même du studio, c'est-à-dire le travail d'orchestration que je ne fais pas naturellement. C'est généralement Alain Goraguer qui les fait, ainsi que Michel Legrand. Mais de discuter même des orchestrations, c'est tout à fait intéressant et passionnant. Puis arrive ensuite la période fantastique où on enregistre l'orchestre, et parfois même, pas toujours, des fois c'est possible, des fois ça ne l'est pas, on enregistre orchestre et voix en même temps. Alors là c'est fabuleux parce qu'on chante vraiment au milieu de l'orchestre. Est-ce qu'on éprouve les mêmes émotions que devant le public? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de sentiment de peur, tandis que devant le public, il y a le fameux trac qui est épouvantable et qui est en même temps merveilleux, parce que c'est ce qui vous donne, en fin de compte, cette responsabilité qui fait que vous avez une force décuplée devant le public. Est-ce que cette peur et ce public qui vous acclame, est-ce que ça devient une drogue? Non, 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 ça n'est pas une drogue. Si c'était une drogue,
on s'y habituerait en quelque sorte. Hein. Il y aurait accoutumance, tandis que là, il n'y a pas d'accoutumance du tout. On ne s'y fait pas, et c'est même de pire en pire. Enfin, plus on y va, plus on a peur. Et plus on a de responsabilité, plus on a peur. Plus il y a de succès même, plus on a peur. Parce que le succès, il faut quand même le porter sur les épaules, le mériter chaque soir. C'est de plus en plus difficile, je pense. Il a pris son corps contre le sien, sans savoir qu'un deuxième matin renaîtrait les cendres du premier matin. Je ne sais pas ce que c'est qu'un acteur populaire au théâtre. Si un acteur populaire au théâtre, c'est un acteur qui joue le boulevard, que je ne méprise en aucune façon, alors oui, effectivement, je n'ai pour ainsi dire jamais joué de boulevard. Mais j'ai joué des pièces de Camus, de Sartre et des classiques. Enfin, je veux dire que l'acteur populaire au théâtre, je ne saisis pas très bien de quoi il s'agit. Par contre, oui, c'est vrai que la chanson vous rend plus populaire dans ce sens qu'elle s'adresse, heureusement pour elle, à un plus large public. Et ça, c'est formidable. D'autant plus qu'on peut raconter en un tour de chant d'1h30 ou même moins, on peut raconter autant de choses que dans une très belle pièce. Il est hors de question de ne pas jouer la comédie au théâtre. Cela dit, lorsqu'on fait du musical, on est quand même sur une scène devant un public, on est déjà au théâtre. Et ça, j'en ai fait beaucoup ces temps-ci. C'est-à-dire qu'on me reproche parfois de ne pas en faire, mais en fait, j'en fais. J'en fais seul, mais j'en fais. Et ce soir, en marchant contre-temps de nos 20 ans, nous faisons ce qu'on fait longtemps, des millions d'amants. Et je prie en pensant à ce premier amour du monde, que jamais ne vienne le jour